Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier webinaire de l'année. Je vous souhaite une très belle année 2024 à toutes et à tous. Bonjour Justine, bonjour Émilie, et puis bonjour Maxime qui est avec moi. Bonjour à tous et très belle année à vous également. Ce matin avec Maxime, on va revenir sur une étude qu'on a menée ensemble avec Docebo courant deuxième semestre 2023 sur le onboarding et ça nous a révélé un certain nombre de choses quand même relativement intéressantes. Donc avant de démarrer ce webinaire, je vais vous poser une petite question, voir si vous êtes bien réveillés. Bon, question très simple. Concernant votre process de onboarding, est-il au point en ce début d'année 2024 ? Bon, facile, hein, oui, nous n'en avons pas ou on peut l'améliorer. Je vous laisse quelques secondes, le temps d'arriver. Et pendant ce temps-là, Maxime, je te laisse te présenter. Ouais, bien sûr. Maxime Cournet, je fais partie de l'équipe commerciale de chez Docebo. Docebo, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une société spécialisée dans le learning et on fournit à nos clients, un peu plus de 4000 clients aujourd'hui, notamment une plateforme LMS qui leur permet de gérer leur formation et de pousser de la formation au bon public, au bon moment et sous les bons formats. Et du coup, par la même occasion, pourquoi pas de l'embarquer dans le process d'onboarding ? Absolument, absolument. L'onboarding va faire partie de l'intégralité du cycle de vie formation et c'est la première pierre. On verra tout à l'heure qu'il y en a même une avant avec le pré-boarding, mais c'est une partie importante de ce qui peut être administré via un LMS. Donc on a plein de cas d'usage et de meilleures pratiques à vous partager. Et on va pouvoir utiliser les 45 minutes qu'on a devant nous pour pouvoir faire ça en plus des résultats de l'étude qui vont être présentés par Christophe. Bon, alors du coup, on est quand même assez aligné avec l'étude, on va le voir au long de ce webinaire, mais en majorité, vous nous répondez quand même je peux améliorer ce process d'onboarding. Il y en a finalement très peu qui en sont complètement satisfaits, assez peu qui n'en ont pas, mais il y en a encore. Et puis, la majorité nous dit on peut l'améliorer. Alors, cette étude, on l'a menée auprès de 267 professionnels RH. Rapidement, un petit tour sur le panel de cette étude. On avait demandé si les entreprises avaient des populations hybrides, présentielles, en télétravail, pour voir s'il y avait des écarts significatifs en termes de process. Et puis, en termes de taille d'entreprise, c'est assez représentatif. On a vraiment toutes les tailles d'entreprise. Les points qu'on a abordés dans cette étude, Maxime vient de le rappeler, c'est le pré-boarding. On a commencé par ce sujet, puis le onboarding, combien de temps ça prend, quelle est la démarche, et enfin les pistes d'amélioration. Donc on démarre tout de suite avec la partie pré-boarding où 60% des entreprises nous disent disposer d'un processus de onboarding. Alors, quand on dit ça, on peut être surpris et se dire « Ah bon, quand même, 60% des entreprises ?» Parce que dans la réalité, on n'a pas vraiment l'impression que le pré-boarding est toujours réellement pris en compte. Mais qu'est-ce qu'entendent nos répondants par le pré-boarding ? Pour eux, à 83%, c'est principalement des démarches administratives. C'est-à-dire, j'envoie une proposition d'embauche, un contrat, un formulaire d'affiliation à la mutuelle. Pour 54%, c'est envoi d'informations relatives à l'entreprise, puisqu'on le sait, Maxime, le principal rôle du pré-boarding, c'est avant tout d'acculturer le ou la future collaboratrice. Mise à disposition d'un guide, envoi du planning, invitation à rencontrer l'équipe. Et là, on descend dans les pourcentages. Invitation à rencontrer le manager, 30% invitation à venir découvrir les espaces de travail, et 22% information régulière sur la vie de l'entreprise. Alors, ça serait quoi un bon pré-boarding, Maxime ? Déjà, pour rebondir sur le chiffre, je pense que tu as raison. 60% qui en ont un, ça veut dire qu'il y en a 40% qui n'en ont pas. Et même dans les 60%, tu as bien mis le doigt dessus. En réalité, pour beaucoup, le pré-boarding, ça veut dire on va faire signer le contrat, on va envoyer les informations par rapport à la mutuelle.
On n'est pas là dans une démarche de mettre à disposition des ressources pour le nouvel arrivant dans l'entreprise qui vont lui être utiles dès le jour 1, par exemple. On est très dans l'administratif. Ouais. Ce qu'on voit de plus en plus chez les sociétés, c'est d'essayer d'utiliser cette phase où l'apprenant, on va beaucoup utiliser le mot apprenant chez nous parce qu'on est très orienté formation, mais en fait c'est le nouvel arrivant, où le nouvel arrivant n'est pas encore arrivé dans la société, essayer de lui pousser de l'information qui va lui être utile. Tu as bien mis le doigt dessus, la partie acculturation, présenter la culture de l'entreprise. On n'est pas ici dans de la formation dure, entre guillemets. C'est vraiment des choses qu'il va pouvoir aller consulter si lui en a envie. C'est absolument pas une obligation, on pourra revenir là-dessus aussi, mais qui lui permettront à lui d'être mieux préparé pour l'onboarding, au moment où l'onboarding commencera. Donc, en fait, on a beaucoup de sociétés qui se rendent compte qu'il y a une vraie opportunité avant même l'arrivée dans la société pour que l'onboarding soit plus efficace derrière. Et donc, on voit ce chiffre de 60% qui augmente et on voit parmi les 60% de plus en plus de personnes qui vont aller gonfler les chiffres que tu as tout en bas, en fait, de j'envoie des informations sur la société, j'envoie des opportunités d'apprentissage. Parce qu'au-delà de préparer l'onboarding, ça a un double objectif, hein. Il y a évidemment préparer l'arrivée, mais il y a aussi ne pas perdre le contact avec le candidat tant qu'il n'est pas transformé réellement en salarié et tant qu'il n'a pas mis un pied chez nous. On a beaucoup entendu parler de ghosting, mais il y a beaucoup de candidats qui signent un contrat et finalement qui ne viennent pas. Parce qu'on peut avoir 2 à 3 mois de latence et c'est aussi important de ne pas perdre le contact. Tu as parfaitement raison et je crois que tu as des stats juste derrière sur la rétention dans l'onboarding. Je pense qu'il y a une autre stat qui serait intéressante, tu as raison, c'est la rétention entre le moment où on a fait l'offre, elle a été acceptée, le moment où le candidat arrive, le pourcentage qu'on perd à ce moment-là, et le pré-boarding va aussi servir à ça. On garde un contact. On montre aussi une volonté en tant qu'entreprise de partager, de montrer la culture de l'entreprise dès le départ. Les raisons peut-être pour lesquelles la personne a choisi de nous rejoindre, eh ben, on montre qu'elles sont réelles avant même qu'il démarre son premier jour. On avait fait une petite stat là pour voir s'il y avait un écart en fonction de je suis en télétravail, en présentiel, en hybride. En fait, les boîtes qui sont en full remote ont davantage travaillé cette notion de pré-boarding. Et de manière générale, on travaillé un processus d'onboarding beaucoup plus spécifique. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que 78% des managers contactent le salarié avant son arrivée et que 65% des RH contactent le salarié avant son arrivée. Jusque-là, rien d'incroyable, on s'y attend. Et que font les RH pendant cette phase de pré-onboarding ? Principalement, ils vont préparer la phase d'onboarding, donc créer les accès informatiques, outils, solutions, préparer le matériel nécessaire, annoncer l'arrivée auprès de l'équipe. Et là, c'est marrant parce qu'on perd déjà 10 points par rapport au step précédent. Annoncer l'arrivée auprès de l'ensemble des salariés, on perd quasiment 30 points. Préparer le planning de la première semaine et puis éventuellement planifier des formations. Et en fait, plus on avance dans ces actions, finalement, plus on perd des points. C'est-à-dire, on passe de 93% où effectivement, pour que le collaborateur travaille, il lui faut généralement un ordi et ou un téléphone et des accès à la messagerie, aux différents outils qu'il va utiliser. Et puis le reste, on passe tout de suite, j'allais dire, on perd presque un tiers au niveau de ces actions. Un mot là-dessus, Christophe. Tu as raison. On prépare l'arrivée avec des choses très pratico-pratiques, les accès informatiques, le matériel nécessaire, etc., pour que l'employé, le nouvel arrivant, ait toutes les ressources nécessaires pour travailler. En revanche, tu as raison, les chiffres descendent en dessous. Et ce qu'on ne prépare pas véritablement, c'est le succès de cet employé. Ouais. Parce que c'est bien de lui donner un ordinateur, c'est bien aussi de pouvoir lui donner les bonnes ressources, les bons contenus, la bonne valeur en planifiant sa formation, par exemple. Moi, j'étais assez surpris de voir la planification de la formation arriver si bas dans la liste. Parce qu'en réalité, si on ne la planifie pas avant même qu'il arrive, eh ben, on va toujours être en train d'essayer de rattraper le retard au niveau de la formation. Et peut-être que la première semaine, les 2 premières semaines, on peut même aller peut-être jusqu'au premier mois, ça va être des opportunités ratées d'accélérer un processus d'onboarding ou du moins de l'affiner pour qu'il soit le plus proche possible des besoins de l'apprenant.
Donc, nous aussi, c'est un chiffre qu'on a tendance à voir évoluer. Je pense que si on avait posé la même question il y a 5 ans, la planification de la formation sera encore plus bas que ça. Donc, ça évolue vers le haut, heureusement. Mais voilà, je pense qu'il y a deux axes dans le pré-boarding. Un, on donne les ressources nécessaires en termes de matériel. Et deux, on donne les ressources nécessaires en termes de contenu et en termes d'accompagnement pour que non seulement ils puissent travailler, mais surtout ils puissent avoir du succès et ils puissent ensuite rester dans la société. Je reviens dessus, mais cette stat-là que tu vas montrer tout à l'heure, Christophe, sur la rétention, elle est clé au niveau du pré-boarding et de l'onboarding. Comment est-ce qu'on leur donne les bonnes ressources et comment est-ce qu'on les fait rester et avoir du succès dans la société? Alors, il y a une question de Victoire qui nous dit, est-ce que Maxime, toi, tu aurais des exemples pour la planification de la formation? Ouais, absolument. Ce que font nos clients qui sont les plus avancés en termes de pré-boarding ou d'onboarding, ici je vais faire quelque chose un peu commun, c'est qu'ils sont très forts pour segmenter leur population. Donc ils vont être capables de créer des cohortes en fonction des profils, en fonction des lieux géographiques, en fonction des emplois, en fonction de la maturité, en fonction de la seniorité, pour s'assurer que automatiquement ces personnes-là vont se retrouver dans des groupes d'apprentissage communs et vont pouvoir aller au bon rythme. Ce qu'on voit surtout au niveau de la planification, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on donne suffisamment de liberté à l'arrivant ou à l'apprenant pour se former à son rythme s'il a envie d'aller plus vite que ce qu'on avait prévu. Et comment est-ce qu'on les met en contact avec les personnes qui ont les mêmes degrés de maturité, les mêmes types de postes et les mêmes envies et les mêmes besoins que eux. Donc voilà, c'est réussir à automatiser cette création de groupe. Nos clients qui le font en général le font via les attributs qu'ils ont déjà à leur disposition dans leur SIRH ou dans leur système de recrutement pour automatiser cette création de groupe en fonction des attributs et ensuite grouper les personnes avec les personnes qui leur correspondent le mieux pour qu'ils puissent faire la formation de la manière la plus efficace possible. On en parlera un tout petit peu plus tard, mais il y a un vrai gain à aller chercher ici aussi. Quand je dis accélérer potentiellement la formation, ça veut dire qu'on ne veut pas mettre tout le monde dans le même moule. Si quelqu'un, je prends un exemple très, très concret d'un client dans la banque, ce client-là, il va recruter à la fois des personnes qui n'ont jamais travaillé dans la banque et des personnes qui travaillaient déjà chez une banque concurrente. Ce qui serait terrible, c'est de les mettre sur le même onboarding avec forcément, en semaine 1, je vais faire ça, en semaine 2, je vais faire ça, en semaine 3, je vais faire ça. Ce que nos clients vont faire, c'est de dire, OK, que vous ayez été dans la banque ou pas, vous êtes capable d'accélérer votre onboarding. Vous êtes capable de ne pas faire ce module-là de la semaine 1, ce module-là de la semaine 2, parce qu'on comprend qu'en fonction de votre seniorité, vous êtes plutôt dans un groupe plus senior et vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite. Ce que ça veut dire, c'est que cette personne-là, elle va aussi pouvoir être plus vite en agence, par exemple, dans ce cas concret-là. Et si elle est plus vite en agence, elle va pouvoir plus vite potentiellement générer du revenu si son rôle est de générer du revenu. Voilà ce que j'entendais par planifier, grouper et automatiser la formation. Il y a Hélène qui nous dit, est-ce que le pré-boarding et l'onboarding sont réservés aux cadres? Absolument pas. Absolument pas. Évidemment, les cadres sont friands du pré-boarding en règle générale, mais sachez qu'on a des clients qui font du pré-boarding pour des populations non cadres, absolument. Notamment pour le point que Christophe a évoqué tout à l'heure, on parlait un petit peu de ghosting. Les cadres aussi font du ghosting, mais c'est pas les seuls à faire du ghosting. Si on veut pouvoir avoir un lien concret avec le nouvel arrivant avant qu'il soit arrivé, le pré-boarding va permettre de faire ça, qu'on soit cadre ou non cadre finalement. Ça n'a pas d'importance. On a un client qui le fait en retail, du retail luxe pour ses vendeurs en point de vente, pour les acculturer justement à la marque, qui leur donne accès à ce contenu-là. Ce ne sont pas des populations cadres et ça fonctionne très bien avec ces personnes-là. Merci Maxime. Dernier slide ou avant-dernier slide sur la partie pré-boarding. Alors un chiffre qui est quand même assez hallucinant en 2023. 46% des contrats sont signés électroniquement, ce qui laisse entendre que 64% des contrats sont signés à la main. Ça me paraît quand même assez hallucinant encore à notre époque, surtout post-Covid, où on est quand même censé digitaliser un maximum d'actions. Qu'est-ce que tu en penses? Ça t'évoque quoi, toi, Maxime? Ça m'évoque la même chose que toi. J'étais assez surpris de ce chiffre-là, mais je l'entends, ça correspond à ce qu'on voit aussi, nous, sur le marché. Et pour continuer sur ta slide, je sais que la deuxième partie, c'est de dire finalement, il y en a un tiers qui font encore du format papier et les 2 tiers qui disent avoir digitalisé,
en réalité, la digitalisation, elle va pas jusqu'au bout du processus. C'est-à-dire qu'on a digitalisé le processus de signature électronique. En général, c'est ce qu'on digitalise en premier. On va envoyer un DocuSign pour le contrat ou un UniverSign ou peu importe. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans la digitalisation. La digitalisation, c'est pas juste faire un guide d'entrée au format PDF et envoyer une signature électronique. La digitalisation, ça va être de pouvoir, on en parlait juste avant, notamment en termes de formation, comment est-ce qu'on digitalise toute cette formation, cette acculturation. Il y avait une question sur la formation obligatoire aussi, je crois, dans le chat de Christiane. Même chose, cette formation obligatoire, comment est-ce qu'on peut potentiellement la faire passer d'une formation en présentiel avec un formateur au cours de la première semaine à une formation plus digitale potentiellement, pour pouvoir faire des économies d'échelle et pouvoir aller aussi plus vite dans le pré-boarding et dans l'onboarding dans ce cas précis. Alors, 47% des RH évaluent la qualité de leur processus de pré-boarding auprès des salariés. Alors, c'est important, à chaque fois, on leur a demandé, est-ce que vous avez tel process? Oui, non, et est-ce que vous l'évaluez? Donc là, on a quand même un répondant sur deux qui nous dit, non, en fait, ce processus, on ne l'évalue pas. Donc, si on n'évalue pas le processus, c'est quand même difficile de pouvoir se dire ça fonctionne pas. Sur cette partie pré-boarding, dans le chat, vous pouvez nous dire, vous, ce que vous faites, si vous faites des choses particulières, si vous avez envie de partager des bonnes pratiques. Dites-nous dans le chat si c'est quelque chose que vous faites, notamment en termes de, je pense, d'acculturation, comment amener le candidat à vraiment se projeter dans l'entreprise. Ou pas, si vous n'avez rien à dire. Ou même si vous voulez partager les limites que vous rencontrez aussi. Les raisons, si vous ne le faites pas, les raisons pour lesquelles vous ne le faites pas, ce sera hyper intéressant de les entendre. Il y a Marion qui dit, on évalue comment? Rapport d'étonnement, point d'interrogation. On peut évaluer de différentes façons ce processus de pré-boarding. On peut l'évaluer à partir d'un quiz tout simple à la fin de l'étape de pré-boarding. Ça peut être un rapport d'étonnement, mais on peut aussi l'évaluer de part et d'autre, c'est-à-dire le collaborateur qui va arriver et le manager qui reçoit le collaborateur. Je pense qu'il y a deux phases à évaluer. Il faut que ça marche du point A au point B, je dirais. Alors, Justine nous dit, pour évaluer la qualité du processus de pré-boarding auprès du salarié, nous demandons un rapport d'étonnement. Accompagnement des N+1, mise en place d'une vision et objectif cible, prendre formalisé d'onboarding. Nous faisons une réunion d'accueil et visite du centre, rencontre sur place avec le RH, manager N+1, N+2, remise de guide de centre, organigramme, présent détaillé du poste et de la mission, et ensuite on refait un point pour voir si le candidat souhaite poursuivre ou non sa candidature. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a, j'allais dire une mise en situation, non, mais on confronte le candidat à la réalité tout de suite dès le processus de recrutement. Alix nous dit, envoi du livret d'accueil par mail avant le démarrage du contrat. Si le salarié veut le lire, c'est top. Dans tous les cas, on passe en revue le livret d'accueil le premier jour de son arrivée. Donc là, on pousse de l'info. Dans ma précédente boîte, envoi du contrat, plus déjeuner, équipe en amont, plus transmission de quelques documents sur la boîte, plus planification de la première journée. Ok. On le voit de plus en plus, ça, les rencontres ou déjeuner un peu informel avec le manager ou une partie de l'équipe avant l'arrivée dans l'entreprise. Florence nous dit limite pré-boarding, service RH onboarding, service formation rattaché à la direction co, communication interservice, pas idéal. Alors ça, oui, et c'est une réalité dans plein de sujets, plein de process RH. C'est que déjà, effectivement, on peut avoir le market-com d'un côté, la RH de l'autre, ça c'est une chose. Ensuite, on peut avoir la direction recrutement et la direction formation qui sont complètement deux entités détachées, même si elles dépendent du DRH, mais qui ont parfois du mal à travailler ensemble de manière fluide. Maxime, j'imagine que ça, tu l'as déjà vu. Ça me parle beaucoup ce que dit Florence. Florence, j'imagine que vous formez des populations commerciales par rapport à ce que vous dites. Et si oui, c'est ce que je comprends en tout cas. Si oui, oui, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Alors en réalité ici, pour vous, si vous souhaitez faire des efforts sur le pré-boarding, ceux qu'il va falloir convaincre, c'est pas les RH. Celui qu'il va falloir convaincre, c'est le directeur commercial.
Il va falloir convaincre le directeur commercial qu'il peut avoir un onboarding plus efficace s'il est capable de toucher les personnes dès le pré-boarding. Et donc, c'est une discussion que lui va devoir avoir avec le service RH. Pourquoi est-ce que le service RH garde la main au J1 de nouvel employé? Mais pour que lui puisse monter son cas, son business case, il va falloir qu'il puisse prouver pourquoi ce serait important de le faire. Et il y a énormément de data sur le sujet. En réalité, on peut prouver que l'onboarding va être plus efficace si on a déjà touché une partie des sujets au moment du pré-boarding. Et lui, son business case, il est assez simple. C'est de dire que si moi, mon onboarding, j'arrive à le réduire de X semaines ou de X mois, et qu'un de mes commerciaux, il me rapporte X euros par semaine, ou du moins c'est son quota, en règle générale, il attend X% de son quota, et ben, si je suis capable de réduire la phase d'onboarding de X semaines, ça va rapporter à la société X euros en plus sur l'année. Donc, c'est une discussion qu'il doit avoir avec les RH si vous voulez vraiment homogénéiser le process. Et c'est une discussion pour laquelle il y a beaucoup de données à disposition qui pourraient lui permettre de prouver que d'avoir quelque chose d'un peu plus sans couture, un peu plus fluide pour l'apprenant serait plus efficace. Allez, on en vient au onboarding en tant que tel. Donc, 82% des entreprises disposeraient d'un processus d'onboarding. Donc là, on est monté à 60% pour le pré-boarding, 82% pour l'onboarding, donc 8 entreprises sur 10. Donc pour 51, il est commun à toutes les populations, parce que tout à l'heure, Maxime, t'évoquais le fait que l'onboarding mériterait quand même d'être adapté à chaque type de candidat quasiment. Ton exemple sur la banque tout à l'heure, avec quelqu'un qui vient du secteur bancaire versus quelqu'un pour qui c'est nouveau, effectivement, on ne peut pas les onboarder de la même façon. Ouais, 51% ici, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Alors peut-être que les répondants ont vu le processus est commun. Et dans ce cas-là, ce qu'ils entendent par processus, c'est la façon dont on va aller onboarder les personnes. Et dans ce cas-là, ils se sont dit, bah oui, la façon dont on va les onboarder est commune. Je pense que la question était… 41% adapté en fonction des populations. Ouais, ok. Donc dans ce cas-là, clairement, il n'y a pas de doute sur la réponse à cette question-là. En réalité, ça veut dire que beaucoup d'entreprises aujourd'hui viennent pousser énormément de contenu, que ce soit du présentiel ou du distanciel. J'ai vu des questions dans le chat, que ce soit du présentiel ou du distanciel. Bah, c'est comme ça qu'on onboard chez nous. Voilà, c'est comme ça. Jour 1, vous allez avoir votre manager. Jour 2, vous allez avoir votre équipe. À la fin de la semaine 1, vous allez être capable de faire ça. À la fin de la semaine 2, être capable de faire ça. Ça, je peux comprendre pourquoi les sociétés font ça. De manière très transparente, je peux comprendre pourquoi. On a un moule, il faut que ça rentre dans le moule et on a un process à suivre. En revanche, on ne pense pas que ce soit le plus efficace. Parce que vous allez avoir accès à des profils qui sont complètement différents. Vous ne pouvez pas faire le même onboarding. Je vais prendre deux populations qui sont peut-être les plus différentes dans une société. Vous ne pouvez pas faire le même onboarding à une personne qui rejoint la comptabilité d'à une personne qui rejoint le service commercial. C'est pas possible. Ça peut pas marcher. Vous pouvez leur dire 2-3 choses sur la société, ça oui, vous pouvez le faire. En revanche, leur fournir les billes qui vont leur permettre d'être efficaces dans leur travail à la fin de la phase onboarding, ça ne marchera pas. Et donc, ce que font nos clients, et on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, c'est on va segmenter. On segmente notre population de nouveaux arrivants en fonction d'attributs que nous, on va décider évidemment. Et ça va dépendre de chaque société. Peut-être qu'on veut le faire par géographie. Je crois qu'il y avait les 15% que vous avez en dessous ici, adaptés en fonction de la localisation. Peut-être qu'on veut le faire par géographie pour des raisons de langue. Peut-être qu'on veut le faire en fonction de la seniorité ou en fonction du département dans lequel se trouve l'apprenant. Et dans ces cas-là, on va plutôt le segmenter en fonction d'attributs type commercial, comptabilité, etc., etc. Et ensuite, une fois qu'on a segmenté, on va pouvoir créer des parcours d'onboarding qui peuvent mixer du présentiel avec du distanciel avec de la classe virtuelle, ça n'a aucun problème, mais ces parcours seront spécifiques à chaque segment. Parce qu'on ne veut pas, simplement, on ne veut pas forcément, on va avoir un tronc commun entre la comptabilité et le commercial qui va être assez réduit, et pour tout le reste, on veut que les apprenants puissent prendre une branche différente qui va les amener vers là où on veut les amener, c'est-à-dire être capables, compétents à 100% sur leur nouveau poste. Donc, deux choses, segmentation, dans l'idéal, automatisation de cette segmentation, parce que sinon, je pense que la question va arriver dans le chat, ça peut vite devenir un casse-tête, si on fait du cas par cas, c'est pas possible. Donc, comment est-ce qu'on automatise ça et on en reviendra tout à l'heure, j'ai un peu prêché pour ma paroisse, mais le LMS permet de faire exactement ça, d'automatiser la création des groupes et ensuite de pousser automatiquement les bons contenus et les bons parcours de formation.
Et ça, je pense que c'est les deux choses qui vont vous permettre d'aller plus loin dans l'onboarding et surtout d'avoir un onboarding plus efficace et qui vous permet d'aller plus vite vers la compétence de l'apprenant. Attends, je remets mes lunettes, je profitais que tu parlais. Ah, excuse-moi, j'ai arrêté un peu trop tôt là. Il y a Victoire qui nous dit, juste pour conclure sur le point d'avant, quelle est la limite dans les éléments que l'on donne au pré-boarding par rapport à l'onboarding? Alors moi, je rappelle quand même que pendant le pré-boarding, on est face à un candidat qui n'est pas en situation de relation contractuelle avec vous. Donc, légalement, on ne peut pas le faire travailler. On ne va pas lui dire, tiens, voilà une formation. Donc, en fait, principalement, lui envoyer des éléments informatifs, d'acculturation. Je ne sais pas, un commercial, on va peut-être lui dire, bah, tiens, on vient de signer tel nouveau contrat. Ça, c'est une information qu'on peut lui envoyer, qui va rassurer le candidat. Tu as des autres exemples, j'imagine, Maxime? Ouais, celui-là en est un. L'autre, c'est on peut lui envoyer qu'on appelle ça des cas d'usage clients, même si c'est pas forcément un nouveau client, pour que lui puisse, moi je suis commercial donc je peux en parler, puisse comprendre. Déjà, ça le rassure sur les logos que la société va avoir réussi à obtenir, et ça le rassure sur finalement à quoi va servir le produit que je vais vendre par la suite. On n'est pas là sur de la formation obligatoire, on n'est pas là sur de la compliance, on rassure le candidat qu'il a fait le bon choix parce que ce que lui va vendre va permettre d'aider tel et tel et tel client. Donc, quand il commence à se préparer mentalement à ce qu'il va vendre et à comment est-ce qu'il va positionner tout ça. Et pour reprendre l'exemple d'un commercial, un commercial, dans la période de pré-boarding, il n'a qu'une envie, c'est de commencer à vendre. Donc, plus il peut apprendre des choses, plus il peut aller vite en pré-boarding et en onboarding, plus il est en général content. Et André qui pose une question intéressante qui dit, vous parlez d'efficience, mais est-ce que les pré-boarding et onboarding ne visent pas aussi l'acculturation réussie et permettant ainsi de réduire les erreurs de casting? Bah, de toute façon, l'onboarding, il se fait pendant la période d'essai. Donc évidemment, plus on va mettre le candidat, nouveau salarié en situation, en formation, etc., et plus on va pouvoir s'assurer du matching. Mais c'est un vrai point, André, hein, vous avez parfaitement raison. L'objectif de l'onboarding, l'objectif aussi de l'onboarding, c'est que l'acculturation soit réussie. Donc il faut aussi qu'on soit capable de quantifier cet aspect-là. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que dans ceux qui ont réussi à s'acculturer, il y a ceux qui n'ont pas la même rapidité à être opérationnels que d'autres. Donc, comment est-ce qu'on voit aussi la différence entre ces deux populations-là? En fait, c'est une sous-branche de acculturation réussie. D'un côté, on a acculturation pas réussie, c'est des personnes on va pas réussir à les garder dans la société, on va pas vouloir les garder dans la société. Et d'autre côté, acculturation réussie, et ben dans ceux-là, comment est-ce que je fais en sorte d'aller plus vite avec ceux qui peuvent aller plus vite? C'était juste ça mon point, mais vous avez entièrement raison sur l'acculturation. Bon, 3 autres points qui ont été mis en avant. 39% ont mis en place un dispositif de parrain-marraine, on le voit de plus en plus. 71% remettent un kit de bienvenue. Et puis 29% proposent un séminaire d'intégration. Alors la durée du onboarding. Combien de temps ça dure un onboarding? La moyenne en fait des répondants, c'est 3 mois. Et on leur a demandé, quand est-ce que vous l'évaluez? Est-ce que vous demandez un feedback aux collaborateurs par rapport à ce onboarding? Donc là, on constate qu'en général, ça intervient en majorité à la fin de la période d'essai. Donc ça, c'est quand même un problème parce que, bon, il y en a qui le font dès le premier jour, il y en a qui le font dès la première semaine, mais 56% des entreprises évaluent la qualité du onboarding, demandent un feedback aux collaborateurs à la fin de la période d'essai ou voire même à la fin de la première année. Je trouve ça un peu flippant quand même parce que ça veut dire que finalement on ne mesure pas l'investissement du onboarding et que potentiellement, ça se trouve, on se plante depuis le début, mais on ne le sait pas. Peut-être un mot, si tu veux, Christophe, sur cette partie-là. Entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Ce qu'on voit aussi, ce que nos clients nous demandent de faire, il y a une difficulté avec l'onboarding, c'est l'honnêteté n'est pas le mot, c'est à quel point les répondants vont être justes dans les réponses qu'ils accordent.
on est en onboarding, on est en période d'essai. Est-ce qu'on a vraiment envie de dire que l'onboarding est une catastrophe s'il en est une? Pas sûr. Donc ça, c'est le premier point qui va être difficile à adresser, mais qui est inhérent à l'onboarding. Le deuxième point, c'est, et là, Docebo va être hyper bien placé pour en parler, puisque Docebo, pour ceux qui ne le savent pas, a racheté il y a 3 ans maintenant une société qui s'appelait Formetris, qui était le leader de l'évaluation de la satisfaction et de l'impact de la formation. Ce que faisait Formetris et ce que fait maintenant Docebo, et on pourra en parler sur un autre réseau si vous le souhaitez, sur notre canal, c'est vous permettre d'envoyer automatiquement à vos apprenants, pendant l'onboarding ou après, des questionnaires à chaud où on va leur demander d'abord ce qu'ils pensent de l'onboarding. Très bien, niveau 1, pour ceux qui connaissent de l'échelle de Kirkpatrick. Niveau 1. On peut aller beaucoup plus loin que ça et leur demander, dans cet onboarding, qu'avez-vous appris? Point 1, point 2, point 3. Et qu'est-ce que vous allez mettre en place dans votre emploi que vous avez appris dans cet onboarding-là? Une fois qu'on a recueilli ces informations-là, nous en RH ou personne qui gère la formation, on va pouvoir analyser les données, avoir des données de satisfaction, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va être capable d'envoyer ensuite des questionnaires à froid, 90 jours plus tard, souvent c'est entre 60 et 90, et des questionnaires manager, où on va poser la question au manager ou à l'apprenant, on va lui dire, vous nous aviez dit que vous aviez appris ça, ça et ça dans l'onboarding, est-ce que vous avez été capable de le mettre en place? À quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à aller plus loin que mesurer simplement la satisfaction de l'onboarding, et de mesurer également l'impact qu'aura eu l'onboarding ou l'upskilling, si c'est plus tard dans le process, l'impact qu'aura eu la formation sur l'apprenant. Parce que le manager nous validera, oui, j'ai bien vu une évolution de mon collaborateur sur tel et tel point. Ou alors, oui, ça et ça et ça a bien été acquis et je le vois au jour le jour le mettre en place. Moi, je voulais juste faire une petite parenthèse sur ça. Ouais, c'est hyper intéressant. Et ça répond aussi à un objectif. J'ai une DRH qui m'a demandé récemment comment je peux prouver le retour sur investissement de ma phase de pré-boarding et d'onboarding. Sans ce type d'outil, c'est difficile à prouver. Pour vraiment mesurer la qualité et faire une étude héroïste de ces process, il faut obligatoirement mettre en place ce type de solution. Bien sûr. Bon, 2-3 chiffres qui sont les plus parlants de cette étude. Le taux de rétention moyen des nouveaux entrants à 6 mois est de 74% et à 12 mois de 71%. Et je vais avancer sur les slides suivants. 73% des RH ne sont pas convaincus par leur process d'onboarding actuel et pensent à l'améliorer. Mais c'est ce que vous nous disiez finalement en début de webinaire dans le petit sondage. Et donc, en résumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 77% des salariés seraient satisfaits ou très satisfaits de leur onboarding, mais ce n'est pas les salariés qui le disent, c'est la perception des RH. Mais pour autant, 3 nouveaux salariés sur 10 quittent l'entreprise dans les 6 mois. Et ça, c'est quand même un truc que je trouve hallucinant. 3 salariés sur 10, 3 candidats sur 10 en moyenne sur une étude à plus de 300 participants qui nous disent en fait, on les perd. Que nous dit André? Qui se charge de mesurer et exploiter la satisfaction à chaud et l'impact à froid, l'équipe RH ou le manager? En règle générale, c'est plutôt des choses qui sont gérées par l'équipe RH. Le manager va avoir une visibilité sur les réponses qu'ont donné l'apprenant, mais tout ce qui est évaluation de la satisfaction va être géré par l'équipe RH qui va ensuite faire redescendre les anomalies ou les points d'action vers le manager. Mais c'est plutôt un outil qui est géré par l'équipe RH. Alors, Florence nous dit 3 personnes sur 10, y a-t-il des différences par service? On n'a pas la data par service, c'est une question qui était globale par rapport à l'entreprise. Alexandra nous dit « Je suis surprise par les chiffres ». Bah oui, nous aussi, on est un peu surpris, mais si on regarde bien la réalité, si on regarde l'ensemble des communications qu'on peut voir passer depuis 2022-2023, finalement, ça me paraît assez réaliste, en fait, comme chiffre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce onboarding aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe la première journée?
Bon, pour 90%, présentation des équipes, remise du matériel, présentation du poste de travail, présentation de l'entreprise, présentation du planning. Déjà, on n'est plus qu'à 50%. Déjeuner avec l'équipe, on n'est plus qu'à 50%. Récap des missions, on est en dessous des 50%. En fait, on se rend compte que de toute façon, mais depuis, on est au 15e slide, on est encore beaucoup dans administratif. J'ai un livret d'accueil, je l'envoie, j'ai un contrat, je l'envoie, je fais la mutuelle, je prépare les accès, je prépare le matériel, je prépare le bureau, etc. Mais dès qu'on arrive sur des phases plus pratiques, type qu'est-ce que je vais faire la première semaine, comment je vais être formé, rencontrer mon équipe, mes collègues, et bien là, on est déjà, finalement, très peu d'entreprises le font réellement. On est dans, moi je pense, par rapport à ce que tu disais Maxime, sur des onboarding plus avec un tronc commun réduit et ensuite des personnalisations en fonction des métiers, des profils, etc. Aujourd'hui déjà le tronc commun, il est comme ça, hein. Il comporte que des éléments très théoriques, type organigramme, PC, informatique. Finalement, il n'est pas très humain, parce que quand on voit par ailleurs dans les études de recrutement qu'on a pu faire l'année dernière que la plupart des candidats, voire même salariés, quittent l'entreprise en premier lieu pour des problèmes avec leur manager ou leurs collègues, et ben en phase d'onboarding, on n'a pas retenu ce point, de mettre l'accent sur voici l'équipe avec laquelle vous allez bosser, de mettre vraiment un point. L'acculturation, c'est bien, mais vous venez pour travailler avec des gens. Donc, il y a peut-être quelque chose à imaginer ou à pousser davantage autour de ça. Peut-être merci Christophe, hein. Et peut-être l'autre chose à pousser aussi, à creuser en tout cas, c'est la présentation du planning. 54%, c'est peu. Aujourd'hui, on a tous des emplois, on aime bien la visibilité. On aime bien savoir ce qu'on va faire cette semaine, la semaine prochaine, etc., pour pouvoir s'organiser, se préparer. Finalement, si dans 46% des cas, à la fin de ma première journée, je ne sais pas ce que je vais faire le reste de la semaine, le reste du mois. Et ça peut être aussi un axe d'amélioration. Mais tu as raison, hein, on a tous pris l'habitude d'avoir des plannings et on n'a plus vraiment envie d'être prévenu au dernier moment parce qu'on a des trucs à faire dans le privé, X ou Y. Et c'est vrai que ça prend de plus en plus de place. Christiane nous dit, en d'autres termes, 30% des collaborateurs quittent la période d'essai. Oui, ou c'est exactement ça. Sabrina nous dit, le onboarding est l'un des éléments pour réassurer les candidats qu'ils ont fait le bon choix, mais les raisons de leur départ est peut-être liées à d'autres facteurs, d'où le besoin de faire suivre avec des requêtes, avec des enquêtes salariées, du coup. Ouais. Alors ça, on va y venir dans les slides précédents, les slides suivants, pardon. Idriss nous dit, le pré-boarding est plutôt adapté aux grandes entreprises qui disposent du temps, des effectifs dédiés et du coup engendrés. Moi, je peux répondre à celle-là, si tu veux, Christophe. Ouais. La réponse est non. En fait, ça dépend de la complexité que vous voulez mettre derrière le pré-boarding. Si effectivement vous voulez faire quelque chose de très poussé, très complexe, oui, il faut avoir des équipes qui vont avoir le temps de se charger de ce pré-boarding. Si en revanche, c'est entre guillemets aussi simple que de pousser des ressources d'acculturation à l'apprenant, on n'a pas besoin d'équipes dédiées pour faire ça. On est tout à fait capable de le faire et de l'automatiser. Alors oui, pour quelque chose de très complexe, il faut une équipe dédiée, c'est plutôt pour les grandes entreprises, mais non, pour faire quelque chose de simple, pré-boarding, c'est toujours mieux que ne rien faire, pour les raisons qu'on a évoquées auparavant. On n'a pas nécessairement besoin d'être une grosse entreprise pour faire ça. Le fameux livret d'accueil, c'est un peu comme le contrat tout à l'heure, 69% ont un livret d'accueil digital, 31% utilisent encore une version papier. Et les outils digitaux utilisés, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'utilisent les entreprises aujourd'hui dans ces phases de pré-boarding, onboarding? Un tiers des entreprises utilisent une solution digitale spécifique à l'onboarding, ce qu'on appelle un best of breed. Et puis, un tiers des entreprises utilisent une solution de type LMS, LXP. Et qu'est-ce qu'elles ont comme projet en termes d'équipement à venir? 27%
souhaitent s'équiper d'une solution digitale d'onboarding et 24% préfèrent s'équiper d'une solution digitale de type LMS. C'est marrant parce que du coup, finalement, alors qu'on a des solutions sur le marché marketées spécifiques onboarding, les entreprises font le choix d'utiliser un outil qui, au départ, n'était pas forcément présenté pour répondre à ce process. Absolument, Christophe. Et je pense que la raison, elle est assez simple en réalité, et je pense que vous pouvez tous le vivre aujourd'hui dans le chat, particulièrement sur la fonction RH. On a trop d'outils. Il y a beaucoup trop d'outils. On a presque un outil pour une tâche, ce qui est dommage. Il y a des outils spécifiques onboarding. Il y a des outils qui ne vous permettent de faire que de l'onboarding et qui sont des bons outils. Je suis pas du tout en train de critiquer ces outils-là. Ce sont des bons outils qui répondent à leur tâche, qui est de simplifier, automatiser, gérer la phase d'onboarding. En revanche, ça veut dire que cet outil-là, il va venir se rajouter à un outil pour tout ce qui est formation continue, le upskilling, à un outil peut-être pour la compliance, à une plateforme de contenu sur étagère. Donc, vous allez encore multiplier les outils pour pouvoir régler ce problème, qui en est parfois un, d'onboarding. L'avantage d'une solution LMS, et vous l'avez compris, je prêche pour ma paroisse, je ne me cache même pas, l'avantage d'une solution LMS, c'est que ça vous permet de gérer et l'onboarding, on met le pré-boarding dedans, et la compliance et la formation continue dans un seul et même outil, que ce soit du présentiel, que ce soit du distanciel, que ce soit de la classe virtuelle. Donc, vous évitez de multiplier les outils et vous servez d'une plateforme LMS pour gérer ces différentes phases de la vie d'un apprenant. Parce que sinon, c'est trop compliqué. Sinon, c'est trop compliqué. Vous allez avoir différents outils qui vont faire interagir avec votre SIRH. Donc, vous allez avoir des API qui vont aller dans tous les sens avec des connecteurs dans tous les sens. Ici, vous avez votre SIRH et votre LMS qui communiquent en temps réel et qui vous permettent de gérer l'ensemble du cycle de vie de l'apprenant. Mais on est ravis de voir que 24% des entreprises ont pour projet de s'équiper d'un LMS. Vous aurez mes coordonnées à la fin du webinaire. N'hésitez pas les 24% à nous contacter. On sera ravis de vous montrer comment est-ce que ça peut vous aider pour l'onboarding, mais pour le reste également. Bon, t'es un vrai commercial, Maxime. Ah ben, désolé. Ça a repris le dessus à la fin. Pardon. T'auras tenu 42 minutes, c'est bien. C'est pas mal. Alors, qui fait l'accueil pendant cette phase de onboarding? Bon, les RH, 64%, les collègues, 18,5%, mais majoritairement, c'est le manager qui accueille. Alors, c'est intéressant parce que du coup, comme c'est le manager qui est un peu la vitrine de l'entreprise pour le nouveau candidat, on s'est demandé si les managers étaient formés à cet onboarding, s'ils avaient une formation spécifique pour accueillir les nouveaux salariés. Alors, seulement 40% des managers sont formés. 31% des RH envisagent de former les managers et 29% nous disent non, on ne le fera pas en fait, tout simplement. Donc, c'est assez marrant parce qu'au final, on nous dit préalablement à 80%, on n'est pas satisfait du process. Si je résume, c'est les managers qui accueillent. Mais bon, ils ne sont pas formés, donc ça marche peut-être moyennement, mais en fait, on ne va pas les former. Alors, je fais un raccourci volontaire, mais si on résume l'étude, dans les 82% qui nous disent ça ne marche pas, il y en a un tiers qui nous disent oui, les managers ne sont pas formés, mais on ne bougera pas. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez marquant. Je pense que dans la phase d'onboarding, comme le disait tout à l'heure Maxime, pour bien travailler son process d'onboarding, il faut savoir à qui il s'adresse. L'exemple du service commercial est intéressant. Travailler le onboarding pour un nouveau commercial sans le directeur commercial, c'est-à-dire créer le process sans le co-créer avec le directeur commercial, ça n'a pas de sens en fait. C'est ça un peu l'idée, c'est que ces mécanismes doivent être co-construits avec les opérationnels pour répondre au mieux aux enjeux du business, de productivité et de rapidité d'intégration des nouveaux collaborateurs. Alors, quelques pistes sur ce que les RH souhaitent améliorer en termes de process d'onboarding. Désigner un tuteur.
à 50%. On avait vu précédemment que c'était déjà bien en place dans les entreprises. C'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance à s'accentuer. C'est plutôt une bonne chose, hein. Un parrain marraine, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va prendre le nouveau collaborateur sous son aile pendant quelques mois pour finalement être son référent, l'accompagner, répondre à ses questions, voire le former sur des actions simples, hein. Là, on ne parle pas de formation poussée, mais quelqu'un qui soit le référent du début de contrat. 47% anticiper les formations du nouveau salarié. Donc, tu vois, Maxime, finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a quand même une boîte sur deux qui se dit, bah, va peut-être falloir qu'on revoie un peu nos plans de formation pour les nouveaux. Améliorer la communication interne, ça, c'est aussi quelque chose d'important parce qu'on a aussi vu préalablement qu'on informe l'équipe que le nouveau arrive, mais bien souvent, on n'informe pas le reste des collaborateurs de l'entreprise. Donc, tu arrives dans une équipe et dès que tu te balades dans les bureaux, bah, personne ne sait qui tu es. Il y en a même qui ne savaient pas que tu allais arriver, qu'il y avait un poste ouvert. 44% mettre en place des outils digitaux. Bah là, vous pouvez faire un virement à Maxime à la fin du webinaire. 35% prévoir un séminaire d'intégration, ça je le mettrais plus entre guillemets parce que le séminaire d'intégration, il n'est pas adapté à toutes les entreprises, ni à tous les métiers, ni à toutes les organisations. Et puis un tiers, former les managers. Voilà les derniers chiffres que je pouvais vous indiquer par rapport à cette étude. Je vous ai mis le lien de l'étude dans le chat, je vous le remets. Vous pouvez la télécharger si ça vous intéresse. Alors, il y a Victoire qui demande par rapport au tuteur, est-ce qu'il vaut mieux que ce référent soit de la même équipe ou pas? Alors, généralement, de la même équipe, pas forcément, mais qu'il soit quand même dans la même fonction, dans la même ligne. C'est-à-dire, je ne sais pas si dans votre entreprise, vous avez une ligne un service marketing avec différentes entités, et c'est quand même mieux que la personne soit dans la même fonction globale, hein, dans la même direction globale. Le tuteur est une très bonne idée sur le papier, encore faut-il que la personne joue le jeu et consacre du temps au nouvel arrivant. J'ai trop souvent vu des parrainages fantômes, pas l'effet escompté du coup. Je suis tout à fait d'accord. J'ai également vu ça. C'est pas simple à mettre en place. Je pense que ça nécessite aussi de prévoir du temps pour la personne qui va être parrain ou marraine. Et c'est un process qui doit être calé. Et pour le rendre réel, il faut vraiment allouer ce temps. Et surtout, il ne faut pas désigner quelqu'un comme parrain ou marraine. Il ne faut pas obliger les personnes à l'être. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie de former les autres et qui ne savent pas le faire. Je pense qu'il faut aussi, la notion d'intention doit aussi avoir de l'importance dans le choix des personnes. J'ai mis en place 2 types de tuteurs, l'un sur une courte durée pour accompagner. Ok. Bon, bah super. Maxime, tu veux ajouter quelque chose pour conclure ? Non, j'ai pas de point particulier, sauf vous remercier de vous être connecté aujourd'hui. Je pense que c'était hyper intéressant cette étude. Nous, ça nous a appris des choses. J'espère que ça vous a appris des choses également. Et comme je le disais en ouverture, si c'est un sujet qui vous intéresse, évidemment, on est ravis de creuser le sujet pour voir comment vous fonctionnez chez vous aujourd'hui, comment vous voulez fonctionner demain. Et s'il y a un alignement entre ce que nous, on sait faire et ce que vous souhaitez faire, on sera ravis d'aller plus loin dans la conversation. Alors attends, je vais peut-être mettre quand même, pour finir, Maxime, lien vers ton profil. Ouais, si tu peux, comme ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. S'il y a des projets chez vous, que ce soit onboarding, formation, upskilling, etc. Hop. Voilà, je vous mets le lien dans le chat si vous voulez contacter Maxime sur LinkedIn. C'est ici. Merci, c'est ma petite pub le jour. Merci beaucoup, Christophe. Merci à tous et encore une fois, très très bonne année 2024.
Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve dès jeudi matin pour un prochain webinaire. Merci Maxime. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.